vos cours de spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. On est dans le cours sur les puissances et dans l'axe 2 sur les formes indirectes de la puissance qu'on va voir aujourd'hui. Si de tout temps la puissance est d'abord traduite par l'affirmation et le développement du hard power, et en particulier par l'importance du militaire dans la définition de la puissance à l'époque contemporaine et d'autant plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les formes indirectes de la puissance, appelées aussi le soft power par Joseph Nye, se sont affirmées et prennent une place croissante dans la construction de la puissance, un fait renforcé par le phénomène de mondialisation. Aussi, quelle a été l'évolution des différents supports de la puissance et en quoi pouvons-nous affirmer que la place des formes indirectes de la puissance se renforce-t-elle dans la mondialisation? Premier point, le hard power comme fondement de la puissance, puisque si des formes indirectes de la puissance s'affirment, il reste toujours le hard power comme socle de la puissance. L'armée et le pouvoir entretiennent effectivement un lien étroit depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance mondiale avec une armée de plus de 2 millions d'hommes et un budget de 716 milliards de dollars en 2019, et donc en fait personne ne peut rivaliser avec la puissance militaire états-unienne. Il suffit de regarder ce tableau pour s'en rendre compte, même si la Chine et la Russie essayent de faire concurrence, ils restent bien loin derrière. Depuis l'Antiquité, la puissance passe en effet par sa capacité à dominer militairement l'autre, c'est le hard power. Les bas-reliefs d'Abou Simbel vantent la victoire de Ramsès II sur les Hittites, l'armée d'Alexandre le Grand a pu conquérir un vaste empire au Moyen-Orient grâce à la phalange macédonienne, et les stratégies et la discipline de la légion romaine expliquent l'étendue des conquêtes romaines. À l'apogée de l'Empire romain, sous l'empereur Trajan, la légion comptait 280 000 hommes. Au Moyen-Âge aussi, si les alliances matrimoniales étaient très importantes pour étendre son territoire, le rôle du pouvoir militaire restait central. Les premiers États-nations européens se sont ainsi construits autour de la féodalité, ces liens d'interdépendance entre vassaux et suzerains qui permettaient aux princes de lever des armées importantes en temps de guerre. Les plus grands souverains de l'époque étaient ainsi le roi de France et le roi d'Angleterre, grâce aux forces des grands seigneurs. Aussi, c'est sur le champ de bataille que se faisait et se défaisait la puissance d'un souverain et d'un État. Jean Santerre, vous le connaissez forcément, c'est celui qu'on voit dans Robin des Bois, fut forcé d'accepter la Magna Carta des barons en 1215 suite à sa défaite à Bouvines face à Philippe Auguste, le roi de France. Deuxième point, l'armée et le commerce qui sont les fondements du pouvoir à l'époque coloniale, donc du XVe au XXe siècle. À l'époque coloniale, la domination militaire est toujours centrale. C'est non seulement le choc microbien, mais aussi la supériorité technologique des Espagnols qui permit à Cortés de balayer en quelques années l'empire aztèque. En l'espace de quelques décennies, les Européens sont parvenus à conquérir la majorité du continent américain. Cette domination militaire se voit encore renforcée avec l'industrialisation. Les armées européennes sont alors plus nombreuses et mieux équipées. On crée par exemple les premiers cuirassés en 1859, et elles parviennent à ouvrir la voie à la colonisation en Asie et en Afrique. Au XIXe siècle, tous les continents sont ainsi sous l'influence européenne. Dominés militairement, soumis politiquement, ils sont aussi placés sous un contrôle commercial étroit. Beaucoup de colonies sont ainsi des colonies d'exploitation au service des métropoles. De plus, marqueur important de la soumission de ces territoires, lors des 2 guerres mondiales, les troupes coloniales sont recrutées par les métropoles pour participer au conflit. Cette obligation de fournir non seulement des denrées, mais aussi des hommes à la métropole, témoigne du hard power des puissances coloniales. Ce hard power est remis en cause au temps des conflits globaux. Cette course à la puissance militaire et technologique, dans un contexte d'exacerbation des nationalismes, a mené le monde à sa perte par 2 fois. La Première Guerre mondiale fait plus de 9 millions de morts, si on ne compte même pas les civils. La Seconde Guerre mondiale, elle, fait 60 millions de morts, dont 25 millions de militaires. L'affrontement entre les grandes puissances de l'époque a entraîné une folle course en avant, de la création des armes chimiques, l'hypérite est créé en 1915, à l'arme atomique en 1945, et le risque d'une guerre nucléaire à l'échelle mondiale terrifie l'humanité pendant la guerre froide. Lors de la crise de Cuba en 1962, Kennedy et Khrouchtchev l'acceptent. Il n'est plus possible de pousser plus en avant l'affrontement militaire sans risquer la destruction totale de l'humanité. Cette crise entraîne une politique de détente et met fin un temps à la course aux armements et les tensions vont alors se déporter sur un autre terrain. La guerre froide marque ainsi l'avènement des affrontements idéologiques et de la mise en avant du soft power,
plus efficace en termes de soutien populaire, bien moins risqué sur le plan diplomatique. Alors, les formes indirectes de la puissance, en fait, existent depuis l'Antiquité. La maîtrise des voies de communication, tout d'abord. En effet, celle-ci permet d'assurer le déplacement de ses troupes, de protéger ses approvisionnements et de transmettre rapidement des informations d'un bout à l'autre du territoire dominé. Si on regarde dans l'histoire, les exemples sont nombreux. La construction des murs entre les ports du Pirée et Athènes devait permettre d'éviter un siège à la ville. Les Romains ont construit un réseau dense de voies romaines dans toute l'Europe qui assura la Pax Romana et sert encore de base au réseau actuel. La première croisade a été lancée par Urbain II en 1095 pour assurer la sécurité des chrétiens en Terre Sainte, et l'ordre du Temple, les moines combattants, avait comme mission première d'assurer la sécurité de tous les pèlerins désirant se rendre sur le tombeau du Christ. La civilisation arabo-musulmane a construit dans son empire un vaste réseau de caravanes terrestres pour assurer les échanges commerciaux d'une ville à l'autre. La maîtrise de ces routes commerciales était tellement importante que certains États, comme la couronne britannique, se sont alloués les services de corsaires comme Francis Drake ou Walter Raleigh pour harceler la flotte espagnole et devenir ainsi maître des mers et des océans. Aussi, si elle n'est pas aussi importante qu'une force militaire importante, la maîtrise des voies de communication est essentielle dans la construction de la puissance. Dominer militairement un territoire et assurer la sécurité de ses approvisionnements ne suffit pas à assurer la paix ni l'adhésion des populations et encore moins à étendre son influence au-delà du seul territoire maîtrisé. Pour cela, il faut faire appel à d'autres formes de la puissance et en particulier au domaine culturel. Si aujourd'hui cette influence est plus polymorphe que jamais avec le cinéma, la musique, la mode, les médias ou encore le tourisme et la langue, certains éléments étaient déjà présents depuis l'Antiquité et déjà utilisés par les pouvoirs politiques. Ainsi, les Romains ont diffusé leur modèle politique, social et culturel via l'acquisition de divers degrés de romanité à travers l'Empire, ce qui a permis d'intégrer graduellement les provinciaux. Du Moyen Âge à l'époque contemporaine, l'exportation de la chrétienté aux nouveaux territoires conquis par les Européens fut aussi un marqueur de leur civilisation en cours. La résistance à cette christianisation par certaines civilisations, comme le Japon qui se ferma à toute influence culturelle extérieure au XVIIe siècle en expulsant tous les chrétiens et en interdisant aux Japonais de quitter le pays, c'est le Sakoku, permit de les sauvegarder un temps de l'influence européenne jusqu'à leur propre industrialisation à l'ère Meiji. Autre point, c'est la langue qui est aussi un instrument de domination. Trait d'union dans le monde grec et romain, la maîtrise du latin permettait aussi de différencier les clercs du commun à l'époque médiévale. Parfois mystique, c'était le cas des hiéroglyphes, parfois langue administrative, comme le latin, la langue est au cœur des systèmes de référence culturelle de chaque État et de chaque nation. Ainsi, pour unifier son État et créer une nation, le pouvoir a utilisé la langue. Pour unifier la France de la Révolution, il fallait imposer le français à tous. Si à l'époque moderne, la règle une foi, une loi, un roi s'impose dans le royaume de France, ce système éclate sous la Révolution, et alors que la nation française se construit, la langue doit faire partie des ciments de ce nouveau modèle politique. Au même titre que le christianisme, la langue est exportée ensuite dans les colonies pour civiliser, entre guillemets, les populations locales. Aujourd'hui, la langue a encore un rôle central dans la puissance. Les anciennes puissances coloniales ont gardé une partie de leur mainmise sur leurs anciens territoires à travers la création d'organisations dont le partage d'une même langue est le fondement, comme l'Organisation internationale de la francophonie ou encore le Commonwealth. Dans leur ensemble, les principales puissances, qu'elles soient traditionnelles ou émergentes, utilisent des outils de promotion culturelle et linguistique pour étendre leur influence. Des instituts culturels, comme l'Alliance française ou l'Institut Confucius, des antennes de musées nationaux à l'étranger, comme le Louvre à Abu Dhabi, ou encore via des médias destinés aux étrangers, comme TV5 Monde ou RT France. Enfin, dans un monde de plus en plus globalisé, où les individus sont de plus en plus mobiles, les diasporas jouent un rôle essentiel et font partie intégrante de la stratégie de puissance des émergents. C'est vrai en particulier pour la Chine, qui compte 30 millions de locuteurs hors de ses frontières en Asie du Sud-Est. Les membres de la diaspora se retrouvent ainsi au cœur de villes étrangères, font vivre leur culture, rayonnent et participent au développement de leur pays d'origine à travers les remises. Et donc dernier point, dans quelle mesure le soft power est-il un élément central de la puissance au XXIe siècle? Premier point, on va parler de l'américanisation et de la résistance culturelle qu'elle entraîne. L'importance du soft power dans la construction de la puissance s'est réaffirmée dans la guerre froide. De 1947 à 1991, deux idéologies influencent le monde, le libéralisme américain et le marxisme-léninisme soviétique. Si les tensions sont nombreuses et que plusieurs conflits opposent indirectement les deux grands, l'affrontement se joue aussi dans le domaine culturel.
La guerre des ondes, qui existait entre les Alliés et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, se poursuit entre les soviétiques et les occidentaux. Dans le cinéma, la musique, l'art ou même dans le domaine sportif, le conflit idéologique se joue sur tous les tableaux. Ainsi, les athlètes américains boycottent les Jeux Olympiques de Moscou en 80, tandis que les athlètes soviétiques boycottent, à leur tour, les JO de Los Angeles en 1984. De même, pendant les années Reagan, de 81 à 89, de nombreux blockbusters américains mettent en scène ce conflit. Rambo élimine les Russes en Afghanistan presque sans une égratignure dans Rambo 3, et Rocky parvient à vaincre l'homme-machine Ivan Drago dans Rocky 4. À la chute du mur en 1989, le modèle américain s'impose assez largement à l'échelle mondiale. On parle alors d'américanisation du monde. On consomme américain et on parle anglais un peu partout sur la planète. Néanmoins, cette domination culturelle entraîne de vives critiques et des résistances importantes à toutes les échelles. Côté français, on met en avant l'exception culturelle française et des quotas de films français sont imposés dans les salles pour ne pas tout céder à Hollywood. Le 11 septembre 2001, l'oncle Sam découvre avec stupeur que tous ne voient pas d'un bon œil ces interventions militaires sur tous les continents. Ce sont ce qu'on appelle les gendarmes du monde des années 90. Désormais, l'influence de l'anglais et de la culture américaine recule au profit de la réaffirmation d'identités nationales et régionales, instrumentalisées parfois, voire souvent même, par les pouvoirs politiques, comme en Russie, en Chine ou au Brésil, ou encore comme sur les graffitis suivants qu'on voit ici, au Venezuela. Autre point, le rôle clé du cyberespace dans la construction de la puissance aujourd'hui. Au début des années 1970, les Américains mettent au point l'ancêtre d'Internet, ARPANET. Celui-ci est ouvert au public en 1982 et révolutionne avec d'autres nouvelles technologies de la fin du XXe siècle notre rapport au monde. Intelligence artificielle, robotique, nanotechnologie, objets connectés, il ne se passe pas une année sans qu'une de ces innovations voie le jour. Et si elles facilitent ou voire compliquent pour certains notre vie quotidienne, leur existence même et leur usage contribuent aussi à redéfinir la puissance. L'économie mondiale est ainsi numérique. Plus de 5000 milliards de dollars s'échangent chaque jour sur les marchés financiers à travers les câbles sous-marins qu'on peut voir sur la carte ci-contre. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, comptent parmi les FTN les plus puissantes aujourd'hui. Il est difficile pour les États de les contrôler, que ce soit pour les taxes comme pour mieux contrôler l'usage qu'ils font des données récoltées. Plusieurs scandales ont ainsi éclaté ces dernières années, notamment Cambridge Analytica en 2015 pour les élections américaines ou encore le scandale de la NSA révélé par Edward Snowden. Chaque État tente donc de se protéger au mieux en surveillant et en s'emparant du cyberespace. Les États-Unis ont même créé un Cyber Command dans leurs forces armées et la France emploie des soldats cyber chargés de contrecarrer toutes les attaques de hackers contre les intérêts français, tandis que les Russes font régulièrement appel à des groupes de hackers pour défendre leurs intérêts, comme en Estonie en 2007. La maîtrise des nouvelles technologies est donc devenue essentielle pour assurer et maintenir sa puissance aujourd'hui, et les États investissent toujours plus pour renforcer leur place. On a dit que la maîtrise des voies de communication était importante depuis l'Antiquité. Cet élément est remis au goût du jour avec la politique chinoise des nouvelles routes de la soie. À l'heure de la mondialisation culturelle et d'Internet, la question des voies de communication terrestres et maritimes semble être devenue secondaire, et pourtant, en 2013, Xi Jinping, nouveau dirigeant chinois, annonce son grand projet de nouvelle route de la soie, qu'on appelle aussi le One Belt, One Road Initiative. Pour désenclaver la Chine de l'intérieur et donner encore davantage un rôle de pivot à la Chine dans la mondialisation, le dirigeant chinois a décidé d'investir 1000 milliards de dollars dans la construction de nouvelles voies ferrées sur 20 000 km et de nouvelles autoroutes sur 80 000 km en 10 ans, en Chine, mais aussi dans toute l'Asie centrale pour relier plus facilement l'Europe aux grands centres de fabrication chinois. Il s'agit aussi bien d'un projet économique que stratégique. En effet, tout au long de ces nouvelles voies de communication, des villes nouvelles comme Chongqing voient le jour et connaissent une croissance importante. Autre route sur laquelle la Chine investit fortement depuis 2005 est la route maritime. Effectivement, aujourd'hui, plus de 80% du commerce mondial se fait par voie maritime et la principale route empruntée passe par l'océan Indien, le détroit de Malacca et la mer de Chine, comme on peut le voir sur la carte ci-contre. Aussi, pour contrôler ses approvisionnements en ressources naturelles, l'agriculture qui est faite par land grabbing en Afrique ou les hydrocarbures du Moyen-Orient, la Chine a mis en œuvre la stratégie dite du collier de perles qu'on voit ici. Ils ont ainsi investi dans la création de bases navales en mer de Chine, dans les Paracels, dans les Spratlys,
et dans des ports commerciaux à l'étranger jusque dans l'océan Indien, où ils ont privatisé des terminaux entiers au service de leur propre compagnie maritime. L'objectif affiché est clair: devenir la première puissance mondiale à l'occasion du centenaire de la République populaire de Chine en 2049. Ainsi, la maîtrise des voies de communication, comme les autres formes indirectes de la puissance, reste centrale dans la construction de la puissance aujourd'hui. Ainsi, les formes indirectes de la puissance voient leur rôle renforcé dans tous les domaines et à toutes les échelles. Si une puissance ne peut pas exister réellement sans hard power, l'absence de soft power paraît désormais rédhibitoire. Puissance culturelle, maîtrise des voies de communication ou encore du cyberespace sont plus que jamais au cœur des enjeux géopolitiques et tous les acteurs majeurs se sont saisis de ces problématiques. Aussi, pour dépasser ce clivage entre soft et hard power, la nécessité d'utiliser de manière raisonnée le hard power en utilisant davantage de soft power a fait émerger le nouveau modèle de smart power, revendiqué par l'administration Obama. Et justement, malgré l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine, une puissance reste inégalée malgré la politique aléatoire qu'a menée Donald Trump, les États-Unis d'Amérique.